Le début de Parashat Pinchas. Vaïdaber Hashem le Moshe les morts. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Heshiv et Hammati me'al bnei Israël. Bekano et kinati betocham. Velo chiliti et bnei Israël bekinati. Pinchas ben Elazar, fils d'Aaron à Cohen, a retiré ma colère de sur les bnei Israël lorsqu'il a pris à son compte mon emportement parmi eux, de sorte que je n'ai pas exterminé les bnei Israël dans mon emportement. La reine est mort, hineni noten lo et briti shalom, et c'est pour cela que voici que je lui donne mon alliance de paix. Vaetalo ou le zaro acharav brit kunat olam tachat asher kine loloka vaichaper al bnei Israël. Et ce sera pour lui et sa descendance à sa suite une alliance de Kehuna éternelle en récompense de ce qu'il a pris à son compte l'emportement de son Dieu et qu'il a obtenu le pardon pour les Bnei Israël. Donc l'action de Pinchas qui a tué Zimri et Cosbi Batsour est récompensée ici parce que du fait de son intervention, la colère d'Hachem s'est arrêtée et il a agi sur deux plans. Et de un, il a réconcilié Hachem avec le peuple, puisque quelqu'un a eu la force dans ce peuple de prendre à son compte la colère d'Hachem, Kanaim Pogimbo, cette force qui ne peut venir que d'un élan intérieur. S'il vient pour demander est-ce que je dois agir, qu'est-ce qui se passe, il y a un juif et une goya ensemble publiquement, qu'est-ce que je dois faire, et une morine l'or halacha, on ne lui indique pas que c'est ça ce qu'il doit faire. Ça ne peut venir que d'une action spontanée de ne pas supporter ce qui s'est passé. Et comme il y a eu en Israël quelqu'un, en l'occurrence Pinchas, qui a pris fait et cause de la colère d'Hachem contre les Bnei Israël, il a retiré cette colère qui aurait pu mener Chas v'Shalom à l'extermination des Bnei Israël, et par ailleurs, Vaïchaper al Bnei Israël, il a obtenu le pardon pour les Bnei Israël. C'est pourquoi il sera l'objet d'une alliance de paix et qu'il obtient pour lui et sa descendance une kehuna, une prêtrise, un service. Prêtrise, ça veut dire Cohen, serviteur, d'être le serviteur privilégié d'Hachem pour lui et sa descendance à tout jamais. Puisqu'il en est ainsi, on comprend que pour le moment, c'est-à-dire avant cette intervention, Pinchas n'était pas encore Cohen. Comment ça se fait? Alors, notamment dans le Shem Mishmuel, on explique que ceux qui ont été nommés Cohen dans Parshat Tetzavé, dans les Milouim, c'était Aaron et ses enfants et leurs descendants à venir. Aaron et ses enfants. Donc Aaron, Pinchas, Elazar, Nadav, Nadav Avihu, Elazar et Itamar. Et les enfants à venir. Mais Pinchas, le fils d'Elazar, qui était déjà né à l'époque, n'a pas obtenu cette nomination, et puisqu'il ne l'a pas obtenue, pour lui, il fallait conquérir, si l'on veut, de haute lutte, le droit à être Cohen. Mais c'est assez étonnant, puisque tant qu'on y est à les nommer Kohanim, pourquoi est-ce que Pinchas aurait été laissé sur le côté et n'aurait pas bénéficié de cette nomination qui a quand même touché plusieurs personnes? Deuxièmement, il y a une Gemara dans Zevachim Kuf Aleph Amud Bet. Amar Rabbi Elazar Amar B'Chanina Lo nitkaen Pinchas ad sheharago le Zimri. Pinchas, dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Chanina, n'a eu droit à être nommé Cohen que lorsqu'il a tué Zimri, dirti Vaetalo l'zaro achara brit kunat olam, que c'est suite à cette action pour lui et sa descendance une
alliance de Kohuna éternelle. Voilà, je vous laisse pour la suite pour le moment de côté. Alors, et ça c'est quelque chose d'étonnant, c'est une fois qu'il a tué Zimri, qu'il a eu droit à cette Kohuna, comme on le voit dans le texte. Mais c'est quelque chose de stupéfiant, parce que le Zohar dit Kohen Sharag et Anefesh, pasle le Kuntel Almim. Un Kohen qui a tué une personne a définitivement perdu cette qualité de pouvoir servir Hachem. Donc, le pasle le Kuntel Almin, il est définitivement exclu de la Kohuna, et justement ici, Pinchas a obtenu sa Kohuna pour cet acte qui disqualifie un Kohen. Donc c'est ça nos deux questions. Un, pourquoi est-ce que Pinchas n'a pas été nommé dès le départ? Deuxièmement, comment se fait-il qu'un acte de meurtre qui disqualifie définitivement le Kohen a justement été l'acte qui a permis à Pinchas de devenir le Kohen, pour lui, sa descendance à tout jamais. Le Ramban, le premier Ramban sur la paracha, dit que Aaron était le Chavod Ultifaret. Il avait des habits, ses habits de Kohuna étaient pour la gloire et la splendeur. Il représente la gloire et la splendeur incarnées dans le peuple juif, le Kavod Ultifaret. Et d'ailleurs, on voit dans Parshat Teruma, c'est le Perek Kafret dans Tetzavé, pardon, Kafret, le Pasuk Yudbet, Vesamta et Shete Havanim al Kitfot Haefod, Avne Zikaron livne Israël, le Nasa Aaron et Shemotam livne Hashem al Shete Ketefav le Zikaron. Et tu placeras les deux pierres sur les épaulettes du éphod en pierre de souvenir pour les Bnei Israël. Et Aaron portera le nom, dont le nom est dégravé des Bnei Israël sur les deux épaulettes ou les deux épaules, disons, de Aaron, les noms des 12 tribus. Il était garant de porter sur lui la présence des Bnei Israël, ou bien dans le Pasuk, dans le même Perek Kafret, Pasuk Kaftet, Venasa Aaron et Shomot Ben Israël, Bechoshen Amishpat al Dibo, Bevoel HaKodesh, le Zikaron, Lifnei Hashem Tamid. Et il portera Aaron le nom des Bnei Israël dans le pectoral de justice, al Libo, sur son cœur, quand il pénétrera dans le Kodesh, en souvenir Tamid, éternel des Béné Israël. Et donc on voit quelque chose de très fort dit à propos de la Kohuna de Aaron, que Aaron avait une telle incarnation de la présence continuelle des Béné Israël devant Hachem, qu'il porte la marque de ça sur son cœur, Tamid, sur son cœur et Tamid. Donc il incarne cette proximité exceptionnelle dans le Beth Amikdash entre Hachem et les Bnei Israël. Et ça, apparemment, le Ramban le dit au moins, que Pinchas n'avait pas cette main-là. Et lui, il a dû passer par un chemin de traverse, il a dû prendre un raccourci, si l'on peut dire, d'agir pour atteindre ce droit d'être Cohen qu'il n'avait pas. Il n'est pas le kavod ou le tav, c'est pas ça qu'il incarne. C'est pas ça qu'il incarne. Il y a aussi quelque chose de très curieux. Si l'on réfléchit à la dimension de Aaron et on lui compare celle de Pinchas, c'est que Aaron, c'est d'Aaron que l'on tient que celui qui se marie, il doit regarder qui sont les frères de sa future, parce que la plupart des enfants correspondent aux frères de leur femme. Et d'où est-ce qu'on sait ça? De Aaron qui a épousé
Elisheva achot Narshon. Elisheva, la sœur de Narshon. C'est-à-dire que pourquoi cette précision? Pour nous dire qu'il a regardé que Elisheva était la sœur de ce Narshon, qui est celui qui est le chef de la tribu de Juda, qui se jetait pour qu'elle se fende, ou avant qu'elle se fende, et c'est parce qu'elle était la sœur de ce Narshon qu'il l'a épousée. Et il a remarqué également que Nadav et Avihu, que les deux fils aînés de Aaron, une des raisons au moins pour lesquelles ils n'ont pas été conservés comme Kohanim Gedolim, qui sont morts, parce qu'ils ne se sont pas mariés. Et pourquoi n'étaient-ils pas mariés à l'époque de l'intronisation du Mishkan? Parce qu'ils se disaient qui est la femme qui est digne qu'on l'épouse? C'est-à-dire, nous, on est les fils du Kohen Gadol, notre oncle, c'est Moshe Rabbeinu qui est le roi, notre autre oncle, c'est Narshon, le frère de notre mère, c'est Narshon, Ben Aminadav, qui est le chef de la tribu Juda. Qui est la femme qui pourrait nous convenir, nous correspondre, disons? Et le Midrash dit, il y a tellement de filles qui pleurent de ne pas trouver de mari, et vous êtes en train de trouver qu'aucune n'est assez belle, pas belle, assez digne de vous. Quoi qu'il en soit, ça veut dire non pas qu'ils ont tort en soi, on voit qu'il y a une préoccupation chez eux de tellement progresser, une question du yichus, de tellement acquérir de la noblesse pour eux et leur descendance, qu'ils cherchent vraiment la femme qui est adaptée. On n'a pas besoin de dire qu'ils jouent comme ça les fines bouches, personne n'est assez bien pour nous. Ce qu'on leur reproche, c'est qu'il y a parfois un regard global sur une situation. Elle fait, attends une seconde, faut quand même pas exagérer. Il y a des filles qui pleurent de rester seules, et toi tu es en train de travailler à 2 rangs derrière la virgule. C'est pas que tu as tort de travailler à 2 rangs derrière la virgule, mais c'est pas le moment. Mais quoi qu'il en soit, on voit que aussi bien chez Aaron, qui est l'exemple même de choisir la femme que tu vas épouser à titre du yichus qu'elle a, du frère qu'elle a, et que les enfants Nadav Avihu ont aussi comme ça yichus. Et quand on passe à Pinchas, Pinchas c'est le fils de Elazar, et qui est-ce que Elazar a épousé? Une fille de Yitro. C'est en même temps un beau-frère de Moshe Rabbeinu. La femme de Elazar, neveu de Moshe, et la sœur de la femme de Moshe. Tzipora, la femme de Moshe, est une fille de Yitro, et une des 7 autres filles de Yitro, c'est la femme d'Elazar. Donc, Elazar a épousé quelqu'un qui n'aurait pas du tout été indiqué pour un homme de sa noblesse, un homme d'une telle grandeur, d'un tel lignage, qui va épouser une roturière. Bon, peut-être on peut voir les choses, c'est une parenthèse, sous un autre angle, que de la même façon que Moshe Rabbeinu, qui était l'homme du klal, il n'y avait personne d'individuellement au niveau d'être susceptible d'être sa femme, et il fallait que on la cherche dans les nations. Parce que Moshe, c'est la tsura des Bnei Israël, c'est le sens des Bnei Israël, c'est la grandeur des Bnei Israël, collectivement parlant, et donc c'est pas une personne individuelle qui pouvait prétendre être la femme de Moshe. Et donc il fallait la chercher dans les... Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de ce genre-là au niveau de Elazar? Quoi qu'il en soit, Pinchas est le fils d'une non-juive. Donc il y a ici quelque chose qui corrobore cette présentation de la non-keuna de départ de Pinchas par le Ramban, que Aaron incarne le kavod ou le tiferet, c'est lui qui est
qui représente et qui vit la présence extraordinaire des Bnei Israël, la proximité des Bnei Israël qu'il porte sur son cœur à bout de bras et qu'il représente devant Akadosh Baruch Hu. Et cette grandeur est aussi que lui est le résultat d'une shlemut, d'une perfection, la plus grande perfection, l'ifnaï velifnim, la perfection de celui qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, de fréquenter, approcher l'intimité la plus grande qu'un homme est capable de toucher dans le Kodesh HaKodashim, et il incarne ça, cette perception dans la vie. Mais Pinchas semble relever d'une autre dimension, et c'est ça ce qui nous intéresse. Voilà. Il y a au début de la paracha une interrogation. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Heshiv et Hamati me'al ben Israël. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen a enlevé, a retiré la colère que j'avais contre les Bnei Israël en prenant fait et cause, pour moi, en prenant à son compte cette colère, en ne supportant pas l'acte qui était en train de se dérouler. Bien. Alors, la question qui se pose, c'est qu'à la fin de la paracha précédente, à la fin de la paracha Balak, on décrit déjà que Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen a vu ce qui se passait, et il a pris un javelot et il a transpercé Zimri et Cosbi. Et donc on savait déjà que Pinchas était le fils d'Elazar ben Aaron HaKohen. La Gemara dit à ce propos, Rashi le rapporte d'une façon assez proche. Donc c'est une Gemara dans Sanhedrin Pebet Amud Bet 82.2. Lama Yirso Hakatuv ad Aaron. Pourquoi a-t-on rattaché Pinchas jusqu'à Aaron? On aurait pu dire Pinchas ben Aaron, le fils. Chez Achar, chez Nakam Bezimri, Hitrilu Shvatim Vazimoto. Parce qu'une fois qu'il a pris la vengeance contre Zimri, les tribus ont commencé à le mépriser. Reitem ben potisé, shepitem avimo agalim lavodazara, varag mesi shevet b'Israël. Est-ce que vous avez vu ce fils d'une poutie? Qu'est-ce que c'est un poutie? C'est le fatot titzro, si c'est on parle de Yosef, d'essayer de parler à son Yetzerara, de convaincre son Yetzerara de respecter d'annuler son désir devant la femme de Potiphar, ou bien ici de Poti dans le sens dont le père de sa mère, son grand-père maternel, donc Yitro, était en train de gaver des veaux à offrir à l'idolâtrie, et il vient tuer un chef de tribu d'Israël. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. C'est pour ça que le verset ici a besoin de rattacher Pinchas dans son acte à Aaron le Kohen, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que pourquoi reprend-on le Yichus, la lignée de Pinchas? Non pas parce qu'on ne la connaissait pas de façon générale, d'ailleurs. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, c'est la famille la plus en vue du peuple, c'est la famille la plus miuchesed, qui est celle du Kohen Gadol, qui donne un Elazar qui va aussi être un Kohen Gadol, et qui va donner, et il donne un Pinchas qui est son fils aîné. Alors c'est la famille la plus en vue. Alors tout le monde sait très bien avec qui Elazar s'est marié. Mais pourquoi rappelle-t-on après l'acte de Pinchas qu'il est le descendant de Aaron? Alors c'est parce que les Bnei Israël, une fois que Pinchas a fait cet acte de violence, de ne faire attention ni en haut, ni en bas, ni au kavod d'Hachem, ni au kavod des Malachim, ni au kavod du Sanhedrin, ni au kavod des tribus, il faut voir les différents textes là-dessus, qu'il a été mu
par une sainte colère, si l'on peut dire, et que quelque chose qui bouillonnait tellement à l'intérieur, une violence extraordinaire pour défendre l'honneur d'Hachem, ce que personne parmi tous les bénis Israël n'a eu la force, personne n'a eu les ressources de s'élancer et de mettre fin au scandale de cet acte accompli au vu et au su de tout le monde, entre Zimri et Cosbi Batsour. Et quand on voit que quelqu'un est capable de faire quelque chose, un acte pour lequel je n'ai pas été à la hauteur, alors on a tendance à, pour se déculpabiliser, pour diminuer la claque qu'on reçoit de l'acte de Pinchas, de chercher la cause de l'acte de Pinchas dans le fait qu'il est un goy mal dégrossi. Tu sais, son grand-père était encore en train d'élever des animaux à offrir à l'idolâtrie, et c'est lui qui nous fait la leçon. C'est lui qui se permet de tuer le chef de la tribu de Shimon. Mais qui sait pour ça? Donc on dit, mais c'est un goy mal dégrossi, c'est-à-dire, nous on est beaucoup plus grand que lui. Nous on respecte la hiérarchie. Chez les Bnei Israël, il y a un respect du Rav. Normalement, c'est Moshe qui doit intervenir. Il y a une façon d'intervenir. Il y a les Nussim. Et lui, il y en a un qui se lance, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, et qui se lance. Mais d'où ça vient? C'est encore quelqu'un qui n'a pas été éduqué. Nous, on est passé par l'éducation du respect et le respect de la grandeur des Gdolim. Dans le clan d'Israël, on a été tellement formé, je ne dis pas formaté, formé à cela, grandi par cela, le respect de là où il y a quelque chose à respecter, que c'est ça finalement qui est, dans ces circonstances particulières, un obstacle à agir d'une façon spontanée. Mais Pinchas n'a pas encore dégrossi le goy en lui. C'est pour cela que vient le verset nous dit pas du tout. C'est le fils de Ben Elazar Ben Aaron à Cohen, le fils de Aaron à Cohen. Donc ça veut dire que son acte, il faut le rattacher non pas à son ascendance non juive, non encore domptée et éduquée, mais au fait que c'est un Ohev Shalom, un homme de paix, un homme qui ne cherche que la grandeur du clan Israël, qui est son ancêtre, et c'est ça qui l'a fait bouger. Bien, disons, on peut, dans un premier temps, proposer cette lecture que Yitrilou, une fois qu'il a fait cela, les gens qui savaient très bien d'où il venait, que ça n'a jamais fait jaser, mais quand il a fait cet acte, dont moi je n'ai pas été capable, à ce moment-là, justement, on commence à regarder de plus près et dire, mais je sais d'où ça vient chez lui. Bien. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette histoire, c'est que, certains commentateurs le remarquent, on appelle Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. On n'a pas dit Pinchas ben Elazar à Aaron à Cohen. Normalement, ce serait attendu que comme Elazar, le fils de Aaron, était Cohen, alors s'il s'agissait de rattacher Pinchas à son père, eh bien on l'aurait déjà nommé du nom de son père, Elazar à Cohen. Et ce qui nous amène à apporter le texte suivant. Quand on dit Vayamot Pinchas Vaifalel, Pinchas a eu cette outrecuidance de se dresser contre Hachem et de faire reproche à Hachem. Quoi, c'est avec ce couple-là que je tiens un bout de bras sur mon javelot, que je tiens un bout de bras, c'est eux qui ont causé la mort de 24 000 Israël dans l'épidémie. Mais c'est quoi de tuer, de faire un fléau tellement incroyable à cause de eux? Ici, Pinchas est en train de Vaïfalel. Il prie peut-être Hachem, mais Falel, c'est aussi, Pélidim, c'est de critiquer Hachem, de juger Hachem. Il se permet de cela. Et Bikshu, Malaché Hacharet, le Dorfo, les Malachim de
les midot ou d'Akadosh Baruch Hu voulaient rejeter Pinchas d'avoir osé, de s'être permis de dire quelque chose à Hachem. Et Hachem leur dit Ani Chouli, Kanaï ben Kanaï, Meshivchema ben Meshivchema. Il dit ah non, lui il a de qui tenir. C'est un emporté, fils d'un emporté, c'est quelqu'un qui calme la colère, descendant de quelqu'un qui calme la colère. Alors, Kanaï ben Kanaï, un emporté, fils d'un emporté. De quel emportement on parle? L'emportement qu'il a, c'est chez Elazar qu'il faut le chercher déjà. C'est-à-dire que les Kohanim Leviim, un Kohen, c'est la couronne certainement, mais il sort de la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi sont connus pour être des gens indomptables, pour être des gens qui ont une espèce de ressenti particulièrement fort qu'on a déjà vu dans l'épisode de Dina, lorsque Dina s'est fait violer par Shrem ben Hamor et que Shimon et Lévi sont allés la venger. Il n'écoute rien, il ne faut pas attention à Yaakov Avinu, qui était pourtant là, il fallait lui demander conseil, et eux, ils ne peuvent pas supporter cela. Il y a chez Lévi, il y a une espèce de force de refus, de compromission avec le mal. C'est pas possible. Dans l'épisode aussi du Egel Azav, toute la tribu de Lévi, comme un seul homme, s'est dressée derrière Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'il y a ici une intégrité de cette tribu, une perfection, une totalité de ne pas calculer, de ne pas voir qui est dans le camp d'en face, de se dresser derrière Moshe Rabbeinu. Et qui te dit que c'est pas ton père ou ton fils ou ton frère que tu vas avoir dans l'autre camp de ceux qui ont adoré les Egel Azav? Mais c'est pas des gens qui calculent, c'est des gens qui vivent avec une force particulière, qui ressentent cette force extraordinaire. C'est Kanaï ben Kanaï. Pinchas, dans l'épisode de Pinchas également, c'est celui qui a ressenti au plus haut point le scandale qu'il y avait ici dans cet acte abject qui se déroulait en présence des Bnei Israël. Aussi, Elazar aussi, c'est celui qui a été à la tête des Bnei Lévi après la mort de Aaron. On raconte qu'après la mort de Aaron, le peuple a été dans un tel état de démoralisation et a été tellement dans la déconfiture, dans une souffrance extraordinaire d'avoir perdu un guide et d'avoir perdu la dimension qu'il apportait au peuple des Hanané Kavod, et qui ont d'ailleurs apporté une défaite des Bnei Israël devant le Melech Arad, que les Bnei Israël ils sont repartis en Égypte. Ils ont baissé les bras, ils sont repartis en Égypte. Et Elazar, à la tête de Lévi'im, est allé, leur a couru à la suite, et il s'est battu avec eux. Il y a un véritable champ de bataille dans les Bnei Israël, une guerre civile, jusqu'à ce qu'il a ramené à son corps défendant, et plusieurs familles de Lévi'im sont tombées dans cette histoire-là, ont disparu dans cette histoire-là, pour ramener les Bnei Israël aux étapes qu'ils ont reculé, et de les ramener à leur point de départ pour continuer leur marche en avant. Pinchas, c'est un Kanaï ben Kanaï et un Meshiv Chema ben Meshiv Chema. C'est-à-dire, alors c'est intéressant ici, c'est pas, je ne crois pas, qu'on peut qualifier de Pinchas tenant de deux dimensions très différentes. D'une part, une violence, ressentir les choses, d'être une caisse de résonance, de ressentir avec une force absolument extraordinaire les événements ou le scandale des événements, et d'autre part, Meshiv Chema, de faire la paix. C'est aussi un descendant de Aaron, parce que Aaron, on voit qu'il est Meshiv Chema, c'est lui qui est toujours sur la brèche pour arriver à calmer le fléau, la Magéfa, dans l'histoire de Korach. Et donc, ça semble être une disposition d'esprit très très différente. C'est en même temps quelqu'un
qui arrive à apaiser la colère d'Hachem, et d'un autre côté qui ressent, exprime une colère intérieure, un bouillonnement intérieur extraordinaire. Mais il me semble qu'en vérité, ça marche ensemble. C'est que la Canaout qu'il a, ce ressenti violent, d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient de Kilimeshivchema. Ça vient de ce désir extraordinaire d'apaiser Hachem, de faire la paix. C'est un homme de paix. Sa violence, c'est la violence qu'il faut parfois exprimer pour arriver à faire la paix. Et c'est comme ça que j'expliquerai d'ailleurs que quand on dit que Pinchas, on lui a reproché d'être dans son action de tuer Zimri, ça vient du côté goy qu'il avait. Et après on lui dit non, c'est bien d'Aaron. Je ne pense pas que les choses sont tellement simplistes. C'est-à-dire, je pense que dans une personne, il y a un jeu de tension, il y a des forces rivales qui se passent à l'intérieur d'une personne. L'homme est le siège d'une multitude de pressions dans toutes les directions. Et en même temps, il y a un côté effectivement de Yitro qui ne peut pas pactiser avec le mal. Yitro, toute sa vie, il a changé de système, il s'est jamais installé dans un poste, il n'a jamais aspiré à une place. Tout son problème, c'est une recherche qui ne s'arrête jamais. Et cette recherche de vérité, cette recherche de ce refus absolu de pactiser avec le diable, cette force-là, Pinchas là à l'intérieur de lui-même, combien même il s'agit de faire le procès d'Hachem, de dire à Hachem, tu as tort de ce que tu fais, pourquoi tu as tué tellement de personnes, ce qui semble quelque chose d'absolument horrible, et les Malachés Hacharet vont bien intervenir là-dessus, mais qu'Hachem il dit non, c'est un Meshivchema, il a cette violence, il a ce siège de tension qui viennent, je dirais également du côté de Yitro, du côté d'Yitro. C'est pas que ça a été éliminé, c'est pas qu'il a éliminé le côté d'Yitro et c'est devenu un bon petit juif. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un homme qui contient une violence, c'est un homme qui est un volcan, c'est un volcan qui bouillonne, qui est en éruption. Et dans cette éruption-là, il faut bien savoir, c'est tout le problème de savoir qu'est-ce que ça va donner en fin de compte, à quoi ça se rattache. Eh bien, ça se rattachera finalement, s'il arrive à travailler sur lui-même, à la rattacher aux côtés d'Aaron. Mais c'est pas du tout négatif qu'il avait cette exigence indomptable du côté de Yitro d'une part, et du côté des Lévi'im, qui n'acceptent jamais de se taire, d'être bâillonnés quand il s'agit d'exprimer une revendication, une rébellion contre Hachem lui-même, contre les Bnei Israël eux-mêmes, pour le bien. Parce que c'est des Meshivchema. C'est un Kanaï ben Kanaï, Meshivchema ben Meshivchema. Donc, j'aurais dit que Pinchas, à notre question, comment se fait-il qu'il n'a pas été choisi comme Cohen dès le départ? Je dirais parce qu'il n'était pas Cohen. Il n'était pas quelqu'un qui représente cette perfection, ce travail sur soi, dans la durée et dans la construction. Il représente un autre courant qui également est Meshivchema, également a un souci de paix, mais que c'est ce travail intérieur qu'il a d'être authentique, d'être en conformité avec lui-même, qui est la marque de sa dimension. Dans la Gemara, dans Zvachim, qu'on a commencé à citer tout à l'heure, Kouf Aleph Amud Bet, donc Lonit Kaen Pinchas Haché Harago le Zimri, alors donc on va dire, c'est chez lui c'est un titre de gloire, alors qu'un Kohen normal, qui représente la perfection, si jamais il avait tué même Beshogeg, même par inadvertance, il eût été disqualifié d'être Kohen, parce qu'il représente le courant de perfection, et ce courant de perfection est entaché, comme par exemple David Ameller, qui a fait des guerres pour Hachem, mais n'a pas été l'homme adéquat pour
construire le Mishkan. Il n'a pas été l'homme adéquat pour construire le Mishkan, parce que c'est un homme qui a versé du sang. Quand bien même toutes ces guerres étaient des guerres pour Hachem. C'est un homme que la perfection de la Gdusha, c'était pas lui qui avait à faire ça. Et Pinchas, comment ça se fait que lui, c'est quand il a tué qu'il a été, parce que ça veut dire c'est lui, il a été fidèle à ce qui caractérise ce Kanaï ben Kanaï, ce Meshiv Chema jusqu'au bout, de faire la paix entre, d'une part, d'apaiser Hachem, et d'autre part, d'avoir le souci d'enlever cette magéfa, ce fléau de Bnei Israël qui fait tant de victimes, ce souci permanent qu'il a, que rien n'arrête, que rien n'arrête. Et c'est ça la dimension par laquelle il est Cohen. Et ici, ce qui est marqué, Ravashi Amar, Ad chez Sam Shalom ben Ashvatim, que Elazar, Pinchas, pardon, que Pinchas a été choisi, oui, parce que il a fait le Shalom ben Ashvatim. De quoi s'agit-il? Rashi rapporte là-bas sur place que Bimei Yoshua Shevet Bnei Gad ou Bnei Rouven Shebanu et Hamizbeach Be'ever Yarden ou Bikshu Sha'ar Ashvatim La'alot Alehem Latzava V'shalchu et Pinchas le Daber Imahem. Et que par la suite de l'histoire, à l'époque du Yoshua, à un certain moment, les tribus Gad et Rouven, qui n'avaient pas franchi le Yarden, ont voulu, ils avaient tellement de gagouim, tellement de nostalgie pour ce service d'Hachem qui se passait en Eretz, qu'eux-mêmes aussi ont voulu quelque part avoir quelque chose qui les rattache, qui leur permet de traduire leur nostalgie vers Hachem en construisant un Misbéach, ce que voyant les autres tribus qui étaient en Eretz, a décidé, les autres tribus ont décidé d'aller les massacrer parce qu'ils ont dit mais ça c'est la dissidence devant la Malchut d'Hachem. Et Pinchas a été envoyé là-bas et c'est Pinchas qui est arrivé à résoudre le problème. Donc on voit qu'il peut être Meshiv Chema dans le sœur, n'est-ce pas? Meshiv Chema par la diplomatie, c'est pas une brute. Chas de Shalom. Ne prenons pas ce personnage comme une violence, comme quelqu'un de mal dégrossi. Pas du tout, du tout. Ouais. Vayishma Pinchas HaKohen, et c'est pour cela que dans Yoshua, Perek Kafbet, on dit que Yoshua le Kohen, là-bas on l'appelle bien Yoshua le Kohen, et les princes du peuple, etc., et les chefs des milliers d'Israël, etc., ils ont résolu le problème de ces deux. Donc on voit aussi ici qu'il y a les deux choses qui sont liées. D'une part, qu'il était prêt à tuer, qu'il a tué Zimri, c'est pour ça qu'il était Cohen, et d'autres, mais c'est complémentaire très certainement. Ravashi, il dira, c'est parce qu'il est arrivé à faire la paix. Et Meshifrema ben Meshifrema. Alors, il y a une expression bien connue, Pinchas ou Eliaou. Pinchas et Eliaou. C'est un peu étonnant. Pinchas ou Eliaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut remarquer les amateurs, dont je ne suis pas, en règle générale, de Gématriot. J'ai jamais été fort en géométrie. Les amateurs de Gématriot, de ce calcul numérique des lettres, il dit que Pinchas, avec le Yud, P, Yud, Nun, Chet, Samer, ça fait 208. C'est d'ailleurs Yitzhak Avinu, qui est aussi un personnage qui a une force intérieure absolument hors norme. Mais quoi qu'il en soit, 208. Et Eliaou, c'est 52. 52, c'est la gematria de Behema, c'est la gematria de Kelev. Kelev, Kulolev. Un Kelev, c'est quelqu'un qui exprime, il est entièrement le ressenti, le cœur. Il est entièrement dans
dans son ressenti, dans le cœur, l'exigence du cœur, l'appel du cœur. Et donc, il y aurait ici, si on veut, une espèce de lien, de parallèle entre Pinchas et Eliaou. Et j'ai vu dans un commentateur que Eliaou, lui, dont la mission pendant l'histoire, elle est d'être dans le ciel et de défendre les intérêts d'Israël dans le ciel, que ce Eliaou, qui défend les intérêts d'Israël, eh ben, c'est comme des 4 éléments, il a été pris par le roi. Il y a le roi qui l'a amené vers Hachem, ça veut dire un des 4 éléments de la création. L'eau, la terre, l'eau, le feu, l'air. Et lui, il est identifiable particulièrement au roi, qui est un des 4 éléments. Donc c'est Pinchas sur terre qui est formé des 4 éléments. Eh bien, c'est 4 fois plus que 52. 208, c'est 4 fois 52. Quoi qu'il en soit, c'est pas ça, c'est pour les amateurs de petits fours que c'est donné, les parparaot, la chorma. Mais il y a quelque chose de plus fort, cette famille de Pinchas et Eliaou, c'est que Pinchas, on rencontre dans la Gemara, dans Brachot, Lamed Aleph Amud Bet, Amar Rabbi Elozor, Eliaou, Hitiar Dvarim Klape Maala. Eliaou a été capable de Hitiar Dvarim, de lancer, de jeter à la face du ciel des reproches. Chez les Emar, Vata Hasebota et Liba Machoranit. Et c'est toi, Hachem, qui est la cause d'avoir ramené leur cœur en arrière. Comme si c'était l'histoire de Eliaou Behar Carmel, quand il est confronté aux représentants, aux prêtres de Baal et d'Ashtaroth, et il accuse quelque part le ciel d'avoir d'être responsable quelque part, quoi, parce qu'il a créé le Yetzer Hara en l'homme, et donc si le Yetzer Hara a entraîné l'homme, si quelqu'un doit s'en prendre à lui, si l'on peut dire Kaviachol 1000 fois, ça serait Akadosh Baruch Hu qui a créé en l'homme cet appel vers le mal, vers les forces du corps, et c'est donc Hachem en dernier recours qui pourrait être le responsable de ce qui ne va pas bien dans le monde humain. Et aussi Pinchas dans le Perek, ça c'était dans Mlachim Aleph Perek Utret, et dans le Perek Utet, quand Pinchas il va partir, alors il dira Perek Utet Yud Vayomer Kano Kaniti Lachem, j'ai pris fait et cause pour la défense d'Hachem. Il fait des reproches très véhéments au Bnei Israël, à Zvouet Britra, ils ont renoncé à l'annonce d'Hachem. C'est de là, tout le monde sait que vient le minag, que dans un brit, que quand il y a un brit, on prépare un kissé chez l'Eliaou pour montrer à Eliaou qu'on continue dans toute l'histoire, à travers toute l'histoire, à célébrer le brit. Et donc on lui fait une place pour qu'ils se rendent compte que les Bnei Israël n'ont pas du tout rejeté cette alliance, mais Eliaou leur a reproché, ou bien Eliaou se présente comme quelqu'un Ishtamet Fataim, et aux lèvres impures, et Betor Am Tames Fataim Anochi, et je suis dans un peuple, je réside dans un peuple aux lèvres impures. Donc on voit que il accuse aussi Israël. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui accuse Hachem, qui accuse Israël. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est cette façon de sans compromission. C'est très étonnant. On parle de shalom. C'est facile de parler du shalom à propos de Aaron, ça a l'air bien apaisant, Oev Shalom, Odev Shalom, Oev Tabriot, Karbanat Torah, etc. C'est très gentil, ce qui est tout à fait faux d'ailleurs, comme vision édulcorée et gnangnan, un peu à l'eau de rose de Aaron, Chaz Shalom, mais ça pourrait présenter un espèce d'aspect très religieux, extrêmement moussarisant
des Bnei Israël. En vérité, Aaron, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a à ses côtés quelqu'un qui dynamise cette notion de shalom et qui montre que dans le Kohen, il y a aussi cette capacité à faire le shalom. Ce qui est un peu aussi étonnant, c'est que on remarque, Inoteloid Briti Shalom, tout le monde remarque que c'est Vav Kutia. Et voici, à cause de son acte, que je vais lui donner mon alliance de paix. Et le Vav de Shalom est un Vav qui est brisé en son milieu. C'est pas un Vav entier. C'est pas un Vav entier. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas un Vav entier? Pourquoi Shalom, qui s'écrit Shin Lamed Vav, même, ici est écrit Shin Lamed, un Vav estropié. Et même, pourquoi? Parce que Rav Dessler explique ça, que les gens qui ont un extrémisme, un fanatisme, bien que j'aime pas ce mot, parce que fanatique c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est prêt à faire n'importe quoi, et ça il faut surtout pas croire qu'on est sur cette longueur d'onde, mais enfin cette espèce de jusqu'au boutisme, une exigence absolue, d'absolu, sont des gens qui sont souvent mal perçus en leur temps. C'est-à-dire comme si par exemple on va dire ces 36 vérités à quelqu'un, ça peut lui faire extrêmement du mal, ça peut le casser complètement, mais souvent on s'aperçoit que sur le long terme, cette espèce de critique qu'on a fait de lui le fait progresser, et finalement, grâce à cette critique très forte et souvent incomprise quand elle a été faite, souvent critiquable quand elle a été faite, elle produit du shalom. Donc le brit de shalom de Elazar, c'est un brit à long terme. C'est du shalom, mais du shalom dont on ne recueille les fruits qu'au bout d'un certain temps. Donc c'est aussi une shlemut de cette mida de shalom que contient Pinchas, et aussi une mida qui n'est pas accomplie, terminée d'une façon aussi évidente que chez Aaron, chez qui il est incarné. Et chez Eliaou, qui est quelqu'un du même genre, peut-être qu'Eliaou était Cohen aussi d'ailleurs, c'était que Vehishiv lev banim alavotav Vehishiv lev avotal banim banim alavotav, que c'est quelqu'un qui est destiné à la fin des temps de réconcilier les générations les unes avec les autres. Velo ba Eliaou elalashvot amachloket, et Eliaou est là pour apaiser les conflits. C'est-à-dire que c'est un homme qui, sur le moment, apparaît comme quelqu'un qui renverse tout, qui ne fait attention à rien, et sur lequel, quand on le voit dans Pinchas, les Malachi Acharet ont voulu le jeter, et dans Eliaou Hanavi, il s'est permis de Itiar Dvarim Klapé Mala, de rejeter Hachem, mais c'est marqué la suite de la Gemara dans Brachot Lamed Aleph, à la fin de Lamed Aleph Amud Bet, Amar Rab Shmuel bar Rab Yitzchak, Minayin, chez Chazar HaKadosh Baruch Hu Vodelo leIliaou, Dirtiv, Vacher Areoti. Et d'où sait-on qu'HaKadosh Baruch Hu a finalement accepté cette critique de Eliaou, car c'est marqué dans un autre prophète que Hacher Areoti, le mal que j'ai fait à ce peuple, que quelque part Hachem se sent responsable du mal, bien que sur le moment c'était quelque chose de peut-être très malvenu, mais et donc Hachem ne peut pas acquiescer dans les formes dans lesquelles les choses sont faites, mais en vérité cet argument, un argument fort, finit toujours par trouver sa cible. Et donc ce qu'on voit aussi, c'est chez Eliaou cette espèce de projection à distance, que bien que Eliaou a été un facteur de perturbation, de remise en question, de critique très très amère, mais finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de ce personnage? C'est le Meshivchema be Meshivchema, Vaichaper al Bnei Israël.
cette dimension que finalement, derrière cette incapacité de s'arranger, d'arrondir les angles, d'accepter le compromis, derrière cela, il y a en vérité, ça procède d'un désir très très profond de shalom qui à la fin, Eliaou ne viendra pas régler les comptes. Au contraire, il viendra apaiser les choses, rapprocher des générations qui ont vécu, qui se sont perçues dans l'histoire comme différentes les unes des autres, comme en rupture les unes avec les autres, les marloktot qui semblent parler de positions incompatibles, et Eliyahu Navi viendra régler ces problèmes. C'est ça le shalom et la keuna de Pinchas.